Bien, bonjour, je suis Bernard Tepper, je suis un animateur du réseau Éducation Populaire. Depuis que je suis à la retraite, je suis un éducateur populaire, mais principalement un formateur et également un chargé de cours à l'université. Alors je dois vous parler de fact-checking, fake news. Alors ça veut dire vérification, fake news ça veut dire fausse nouvelle, et travail d'enquête journalistique. Et on va voir la différence qu'il y a entre une enquête journalistique et un reportage. Voilà un des problèmes centraux de la période. Alors, les mots-clés de mon propos, c'est travail d'enquête. Qu'est-ce qu'un travail d'enquête ? Critique d'une émission basée uniquement sur du reportage, on verra tout à l'heure la différence. Nécessité de la vérification des faits, justement pour éviter tout ce qui a été dit dans la première partie. De faire la différence entre ce qu'on voit et ce qu'est la réalité. Vous voyez, par exemple, quand ça a été dit tout à l'heure, la Terre est plate. Mais si, par exemple, nous tous, on va sur un champ, il fait très très beau, toute la journée, grand beau, soleil, et on est là dès le matin jusqu'au soir. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit la Terre immobile, et on voit le soleil tourner autour. Et donc ce qu'on voit, c'est le soleil tourner autour de la Terre. Alors que la réalité, c'est l'inverse. Et donc, vous voyez, faire attention, ce qu'on voit, c'est pas la réalité forcément. Voilà. D'éviter la confusion des mots et des pensées. De savoir d'où on parle. C'est-à-dire celui qui parle, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, il défend les positions de qui ? Et de connaître, si possible, la grille d'analyse utilisée et les arguments d'une position. Il a été dit par l'intervenante précédente qu'il y avait des comploteurs qui en fait n'avaient aucun argument, construisaient une vision à charge sans argument. Alors de plus en plus, on a de plus en plus de fake news, de mensonges, d'omissions plus ou moins volontaires, à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux. De plus en plus de manipulations médiatiques, pas toujours visibles de la part de ceux qui regardent. De plus en plus de citoyens qui croient de moins en moins à la parole médiatique, de moins en moins à la parole politique. Une croissance du nombre de personnes qui subjectivement vivent une insécurité sociale et culturelle, enfin ils le perçoivent comme ça. Et puis tout d'un coup, il y a l'émergence d'un mouvement de gilets jaunes que personne ne comprend, mais qui est soutenu par la majorité du peuple. Dans la période que nous vivons, chez les 18-24 ans, 87% s'abstiennent aux élections. Sur les 25-34 ans, 83% s'abstiennent. Chez les ouvriers et les employés, 70% des ouvriers et des employés se sont abstenus à la dernière élection. Vous voyez ? C'est une réalité. On dit les abstentionnistes progressent. Non, non. Pas les abstentionnistes, les ouvriers, les employés, les jeunes. C'est eux qui s'abstiennent. Les CSP+, de plus de 50 ans, ils votent en rang serré.
Mais pour ça, il faut faire des investigations, des sondages, des études d'opinion. L'abstention est devenue un fait politique majeur, et c'est en partie le cas où il y a une délégitimation de la classe politique et de la classe médiatique qui fait que c'est plus facile de faire croire à un mensonge, un fake news, une théorie du complot, puisque on croit de moins en moins ce que l'on, entre guillemets, on devrait croire. Et que les médias, en fait, traitent peu. Même s'il y a des journalistes, je vais en parler tout à l'heure, mais les médias le traitent peu. Sauf à faire des injonctions morales. C'est pas bien de ne pas voter. Ça, vous l'entendez systématiquement. Si vous regardez les chaînes, par exemple, télé continue, les injonctions morales, c'est en veux-tu, en voilà. Mais comme on ne résout jamais rien par des injonctions morales, et que bien évidemment, ceux qui font des injonctions morales sont souvent les gagnants de la mondialisation qui font des injonctions morales aux perdants de la mondialisation. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de journalistes qui font du bon travail? Pas du tout. Il y a des journalistes qui veulent faire du bon travail. Mais je dis la chose suivante. Je prends un exemple. Le travail des journalistes, il est connu plutôt des CSP+, et moins des CSP-. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se lève à 6h du matin, il ne peut pas commencer à avoir une émission qui démarre à 22h45. Et les émissions d'investigation qui passent sur des chaînes, vous en connaissez sûrement, c'est rarement après le journal télévisé de TF1 et de France 2. Et que donc, c'est là où les CSP- sont éventuellement devant leur télévision. Alors bien évidemment, on peut se poser la question, pourquoi? Alors il y a un dirigeant de TF1 qui a vendu la mèche. Donc je vais faire que répéter ce qu'il a dit. Monsieur Lelay. Il a dit, un grand média ne fait que vendre aux firmes multinationales du temps de cerveau disponible des citoyens. Donc le but du média, c'est de vendre de la publicité. Mais pour vendre la publicité et pour qu'on le voit, il faut qu'il y ait des téléspectateurs qui regardent l'émission. Et en général, quand on fait une coupure sur un film, les gens ils restent devant leur télé. Et donc, ce qui coûte le plus cher en publicité, c'est un bon film que beaucoup de gens regardent et ce qui passe comme publicité au milieu du film. Et bien évidemment, si le but, c'est de vendre du temps de cerveau disponible de ceux qui regardent les publicités, leur problème numéro un, c'est plutôt la rentabilité plutôt que d'être impartial. Et malheureusement, on voit même ça, y compris dans le service public. Il suffit de regarder les émissions politiques sur le service public, radio-télé, eh bien vous regardez les idées politiques des éditorialistes, comme ils les appellent. En général, les éditorialistes sont de la même couleur que le président de la République, et quel que soit le président de la République. Vu l'âge que j'ai, moi j'ai connu de Giscard d'Estaing jusqu'à nos jours. Et je peux vous dire qu'on voyait les changements d'éditorialistes, les changements de faire les émissions politiques
en fonction, effectivement. Alors c'était plus visible dans le temps, ça l'est un peu moins maintenant, mais c'est toujours véridique. Voilà. Et donc, les méthodes qui sont employées, c'est le recrutement des journalistes. C'est pas n'importe quel journaliste qui est journaliste des grands journaux télévisés, par exemple, ou des médias. Et il y a même, si vous me poussez, je vous donnerai les noms tout à l'heure, vous avez même des émissions où tous les personnes qui sont sur le plateau sont tous de la même couleur. Et que donc, bien évidemment, face à ça, eh bien, il faut revenir sur c'est quoi une enquête journalistique. Parce que bien évidemment, c'est assez rare, sauf si vous regardez les émissions de 22h45 jusqu'à 12h30, minuit 30 ou 1h du matin, vous avez rarement la cause des faits. Vous avez les conséquences des faits, mais pas la cause. Il y a un exemple flagrant que vous avez tous vu, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, quelles sont les images que vous avez vues ? Vous avez vu principalement les images de violence du samedi sur les Champs-Élysées, et tout ça passe en boucle. Et on dit, ce qui est vrai, mais c'est pas bien de pratiquer la violence. À aucun moment, dans aucun grand média, sans exception, sauf certaines émissions, on a dit, mais pourquoi il y a ce mouvement social des Gilets jaunes ? Quelle est la cause ? Pourtant, il y avait des gens qui étudiaient ça. Il y a des sociologues qui ont fait des études. Et vous savez, un sociologue, il fait des études, et puis bien évidemment, l'étude, elle sort 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans après. Alors l'enquête journalistique, elle a des difficultés. C'est qu'elle a besoin de temps. Alors vous savez, on est aujourd'hui dans une période, on est dans une période Twitter. Période Twitter, c'est-à-dire qu'on lance une information, d'abord en 140 signes, maintenant en 280, et 15 secondes après, si vous êtes bien organisé, vous êtes un groupe organisé, eh bien vous avez votre message, qui peut être une fake news, qui peut être un mensonge, qui peut être... et qui part sur des milliers et des milliers de comptes. Et donc, il y a un moment, ça devient viral, comme on dit. Voilà. Et pour intervenir, ça passe sur des supports qui sont des supports privés, sans déontologie. Et donc, les supports, Twitter, Facebook, etc., et je peux rajouter Instagram, etc., TikTok et autres, vous avez vous pouvez par ces biais-là lancer quelque chose. Comme les supports n'ont pas de déontologie et n'ont pas de pratique de vérification des faits, il faut éventuellement une pression pour qu'à un moment donné, il y a une action de ceux qui gèrent les supports. Et donc, et que face à ça, l'enquête journalistique, eh bien, c'est celle qui doit permettre de participer à la compréhension du passé, ce qui a été le cas de l'intervention précédente, car si on veut discuter sur les fake news, etc., il faut en faire l'histoire. Parce que vous avez vu, c'est très ancien.
Hein, on est parti de la sortie du Moyen-Âge, on est arrivé à ce qu'il y a aujourd'hui, et je suis persuadé que si elle avait été la seule intervenante, elle était capable de développer tout ce qui a été dit. Donc en fait, l'enquête journalistique, elle doit participer à la compréhension du passé, à dire les faits, à analyser les faits, analyser le passé, analyser les causes des faits. Pas se laisser aller tout de suite à une injonction morale. Et puis ensuite, éventuellement, donner des pistes pour éviter que les mensonges et les faits non vérifiés circulent de façon virale. À l'heure de l'information continue, les chaînes continues, les chaînes radio, les chaînes télé, mais surtout les réseaux sociaux, il n'y a, en tout cas de mon point de vue, que l'enquête journalistique pour pouvoir être un rempart au complotisme, aux mensonges, aux informations qui ne servent en fait, in fine, souvent que les intérêts des puissants, et ça on le remarque très vite. L'enquête journalistique demande du temps, un travail méthodique et pointilleux. Elle présente aussi un modèle de diffusion compliqué, parce qu'il faut vérifier avant, je dirais, de publier. Alors que quand vous voulez sortir une fake news, vous la sortez, même si le mensonge est terrifiant, personne n'a réagi, alors que le monde entier peut être au courant, si c'est bien organisé, de cette fake news. Alors, ce que je voudrais d'abord dire, c'est que l'enquête journalistique, ça n'a rien à voir avec le reportage. Ce que vous voyez à la télévision, en règle générale, c'est du reportage. Qu'est-ce qu'on appelle un reportage ? Un reportage, c'est des journalistes qui vont sur un lieu et qui rapportent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et ce qui a été ressenti. Voilà. Alors, par exemple, une violence a lieu quelque part, les journalistes arrivent sur le lieu, demandent aux habitants ce qu'ils en pensent. Voilà. Et alors il y en a un qui pense ceci, l'autre qui pense cela, etc. Personne n'a fait d'investigation. Alors ça, c'est pas une enquête journalistique. C'est des études de ressenti. C'est dire ce que les gens pensent subjectivement à un moment donné, mais ça peut être le contraire de la vérité. Dans un reportage, il n'y a pas de recherche de la vérité. Il y a simplement la volonté de dire « voilà le fait ». Donc par exemple, les gilets jaunes mettent le feu aux Fouquet's, alors ça passe en boucle. Voilà. Alors tout ce que vous savez, c'est que le Fouquet's est en feu. Mais vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé avant. Vous ne savez pas du tout pourquoi, vous ne savez pas qui l'a fait. Et l'expérience montre que lorsqu'on évite des fake news, eh ben, quand il y a des choses comme ça, il faut d'abord savoir. Une enquête, c'est essayer de voir qui a fait. Alors ça peut être des gens qui utilisent la violence pour la violence, mais ça peut être aussi des gens, des extrêmes, ou même des policiers infiltrés. Ça a existé dans l'histoire, ça. Donc, vous voyez, c'est ça un reportage. L'enquête journalistique, elle doit être la plus objective possible. Faire comprendre les choses, et pas simplement ce qu'on voit, mais pourquoi ça s'est passé comme ça. L'enquête journalistique,
même si c'est pas tout à fait la même chose que la justice, elle fonctionne un petit peu comme la justice. Bon, il y a des séparations. La justice, elle fait des investigations. Parce que sinon, bien évidemment, si on utilise la stratégie du bouc émissaire, si par exemple on arrive dans un coin et il y a un incendie, il y a quelqu'un qui dit « Oh bah, ça c'est les musulmans, ou ça c'est les juifs, ou ça c'est enfin, ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein » Bah, il faut d'abord faire une investigation. Voilà. Et donc, il faut voir la cause des phénomènes, et bien sûr, en prime time, il y a souvent que du reportage et pas d'enquête journalistique. En fait, dans des stages que j'organise, mais c'est des stages de formation qui durent plusieurs jours, on montre des images de quelques minutes, et ces images de quelques minutes, quelqu'un qui est scandalisé par l'image, eh ben, il pense à 90% que c'est un tel, un bouc émissaire. Sans enquête journalistique, sans enquête judiciaire, etc., etc. Et donc, il faut se méfier des images. Aujourd'hui, on peut trafiquer des images, extrêmement facile. Depuis qu'on est passé au numérique, moi j'ai vu des jeunes trafiquer des images. C'est quelque chose de très important et on n'apprend pas à décoder. Vous voyez, quand on dit par exemple l'école doit former le citoyen, eh bien moi je dis, si pour former le citoyen aujourd'hui, il faut former le citoyen en devenir qui est un élève à se méfier, à dégager un esprit critique quand il voit des images ou qu'il entend des discours. Et c'est vrai que, par exemple, une enquête journalistique doit privilégier des bonnes questions et puis doit faire un travail d'historien ou aller consulter un historien si nécessaire, un travail de sociologue ou contacter les sociologues qui peuvent donner une information sur ce qui se passe. Vous voyez ? Par exemple, moi j'ai travaillé, j'ai fait des séances de formation avec des sociologues sur des établissements scolaires. Alors on a pris un établissement scolaire, je dirais, dans une zone de la grande bourgeoisie, et un établissement scolaire en quartier politique de la ville. Ben, je peux vous dire que ça se passe différemment. C'est pas si simple que ça. Voilà. Donc, d'une certaine façon, il faut le travail d'un sociologue, le travail d'un historien, ou que la journaliste ou que le journaliste fasse appel à des sociologues ou des historiens pour pouvoir préparer son enquête journalistique. Se renseigner bien sûr sur le personnage central ou les personnages centraux ou l'événement qu'on souhaite mettre en lumière. Bien évidemment, ce n'est possible, ça je l'ai déjà dit 2 fois, je le répète une 3e fois, il faut bien sûr que le journaliste ou la journaliste ait du temps pour le faire. Il y a des enquêtes qui demandent des mois. Je me rappelle, j'ai fait une interview une fois d'une commissaire qui travaillait dans la police nationale et qui faisait des investigations. Elle travaillait dans la brigade du proxénétisme et donc faisait des investigations pour savoir qui dirige une filière de proxénétisme. Il faut en moyenne 2 ans pour la brigade contre le proxénétisme pour essayer de savoir qui dirige cela. Vous voyez ? Donc ça montre que pour savoir la vérité, c'est pas si simple que ça. D'autant plus qu'aucune piste doit être négligée.
faut que le journaliste d'investigation prenne les devants, se confronte à la personne qu'elle pense attaquer dans l'investigation. Donc il faut qu'il puisse se répondre, éventuellement avec des, entre guillemets, des avocats, enfin des gens qui sont de ce côté, et bien évidemment développer une argumentation qui est incontestable. Bien sûr, le journaliste ou la journaliste doit être conscient de l'importance et des conséquences de son enquête. Vous avez vu récemment envoyé spécial sur les violences faites aux femmes faites par un ancien ministre, M. Hulot. Vous voyez ? Donc les journalistes qui ont fait ça savaient bien que ça allait nuire à M. Hulot. Donc c'est aussi nécessaire de vérifier, je dirais, les devoirs déontologiques de la profession. Alors maintenant, ma conclusion là-dessus, c'est quoi ? Si on veut diminuer la force des mensonges, et là il y en a beaucoup, hein. Je peux vous dire que là il y a une équipe que je connais qui est en train de travailler sur les mensonges des candidats à la présidentielle. Rien que ça, il y a de quoi faire une encyclopédie déjà, alors qu'on est encore à 4 mois de l'arrivée. Vous voyez ? Pourtant, ça marche bien. Hein. C'est y compris des gens qui ont, je dirais, dans les sondages, ça se passe bien pour eux. Hein. Voilà. Donc, si on veut diminuer l'influence des mensonges, diminuer l'influence, je dirais, de tous ces fake news, de tous ces stratégies du complot, ces manipulations, il pourrait être fortement diminué, me semble-t-il, avec un certain nombre de règles que je vais vous édicter comme ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Premièrement, il faudrait lutter contre la concentration des médias. Je rappelle d'ailleurs que le Conseil national de la résistance, dans son programme du Conseil national de la résistance, qui est sorti le 15 mai 1944, la lutte contre la concentration des médias était dans le programme et ça a été appliqué. Sauf que depuis, elle se s'est reconstituée. Et quand je dis concentration des médias, c'est pas simplement des médias télévisuels. C'est des médias télévisuels, radio, mais les réseaux sociaux aussi. L'influence aujourd'hui d'une structure comme Facebook, je vous signale que Facebook, c'est 2 milliards 800 millions d'utilisateurs. 2 milliards 800 millions d'utilisateurs. Vous voyez, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà du nombre de téléspectateurs qui regardent TF1. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Une émission de télé, c'est quelques millions de personnes, les émissions les plus suivies. Voilà. Donc la concentration. Et je pense qu'il ne suffit pas qu'il y ait un service public important. Encore faut-il que ce service public, il y ait une charte déontologique qui coupe le cordon ombilical avec la couleur du président qui vient d'être élu. Et notamment au niveau des embauches. Parce que c'est ça le problème. Bien sûr, il faut que le public, nous tous, nous soyons beaucoup plus formés contre les reportages biaisés et favorables aux enquêtes journalistiques. Cette formation, en tout cas c'est mon point de vue, doit commencer à l'école, dans une formation critique des réseaux sociaux et dans une formation critique contre les manipulations de l'image. On a fait dans une MJC de province une formation à la falsification de l'image.
Et bien évidemment, il faut qu'il y ait des émissions critiques à une heure d'écoute où les gens sont présents. Il y a une émission de télé, par exemple, que j'ai vue il n'y a pas longtemps, c'est très simple. Il y avait 5 personnes sur le plateau, ils étaient tous favorables au président Macron. Étonnant, hein, dans le service public. Bon. Mais ils étaient en désaccord entre eux, donc ils jouaient. Hein, et là, bien évidemment, c'est un vrai problème, ça. Voilà. Mais ce n'est pas un problème vis-à-vis de ce président de la République. Hein, c'est comme ça depuis, principalement depuis la Ve République. Donc ça commence à être très ancien. Et puis, et notamment ces émissions critiques pourraient être très humoristiques, donc très faciles à vivre. Et puis bien sûr, multiplier des réunions comme celle-là, de façon à ce que le public soit sur ses gardes. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'incriminer ceux qui dirigent ces médias. Il faut aussi que les citoyens prennent leurs affaires en main. Vous savez, prenons un exemple sur l'agriculture, par exemple. Le fait qu'il y ait 3 fois plus de surfaces agricoles qui font du bio, eh bien, c'est en partie dû à des actions des pouvoirs publics, c'est en partie dû aux agriculteurs eux-mêmes, mais c'est aussi en partie dû aux consommateurs. Parce que vous savez, quand on fait un produit qui ne se vend pas, on ne continue plus à produire. Donc ça veut dire que la multiplication par 3 de la surface qui fabrique du bio, eh bien, elle a trouvé son public. Donc ça veut dire qu'une action, elle doit avoir lieu par une formation et une action du public, une action des pouvoirs publics et bien sûr la déontologie de ceux qui sont les professionnels de l'information. Voilà, je vous remercie de votre attention.